merci d'être avec nous ce matin en direct depuis Tel Aviv. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité et voici les titres de cette édition. Une question, tout d'abord, le discours de Binyamin Netanyahou devant le Congrès lui a-t-il permis de remonter dans les sondages à moins de 2 semaines des élections? Réponse dans un instant. Et à J-12, on s'arrête ce matin sur l'autre thème de cette élection. Ce n'est pas l'Iran, mais bien le droit au logement et sur l'homme qui en a fait son étendard, Yair Lapid. Enfin, Israël peuplé ce jeudi de clowns, de princesses et de super-héros en tout genre. C'est la fête de Pourim, le carnaval juif. Et à cette occasion, nous serons dans cette édition au cirque pour un événement exceptionnel. Et bonjour à nos invités, Ali Waken, notre spécialiste du monde arabe, Maurice Ifergan et Dror Even-Sapir, notre analyste politique. Alors, je l'ai dit, la question du jour, quel impact a eu le discours de Binyamin Netanyahou devant le Congrès américain sur ses électeurs potentiels? Vous avez toutes les réponses. Oui, et c'est une question véritablement importante parce qu'on savait à quel point Binyamin Netanyahou comptait sur ce discours pour remonter la pente dans les sondages, puisque ça fait environ 2 semaines que le Likoud, le parti du Premier ministre, subissait une baisse constante. Et là, premier sondage, donc depuis ce fameux discours prononcé devant le Congrès, 2 sondages réalisés par nos confrères des principales chaînes de télévision israéliennes. On va regarder tout de suite le premier, de la chaîne numéro 2, Arutz 2. Et là, on constate que le Likoud continue à être devancé par ses adversaires du centre-gauche de l'Union sioniste, 23-24 sièges respectivement. Mais par rapport au sondage précédent du même institut qui travaille pour Arutz 2, eh bien, il y a une progression du Likoud de 2 mandats. Les partis arabes sont à 13 et ils sont en progrès. Le foyer juif de Naftali Bennett, 12 stable. Kulanu de Moshe Kahlon, et là je pense qu'il y a une petite erreur dans ces chiffres, puisque Kulanu, si mes souvenirs sont bons, le parti de Moshe Kahlon est à 8 mandats pour Arutz 2, c'est le Yeshatid qui est à 12 sièges. Les petits partis, Israël Betenu 6, Meretz 6, le Chasse, les partis religieux 6. Et le parti d'Elishai 4. Alors la réponse est claire, Binyamin Netanyahou gagne 2 sièges grâce à ce discours. Est-ce qu'il attendait de faire un petit peu plus quand même? Alors 2 sièges, c'est pas négligeable, mais effectivement on aurait pu considérer que Binyamin Netanyahou pouvait espérer un progrès encore plus net. Et Barbara, ce qui est frappant, c'est que dans ce sondage et dans le deuxième, dont on va prendre connaissance les résultats tout de suite, celui de Arutz SR, le bloc constitué par le Likoud et ses alliés traditionnels, les partis religieux, eh bien, ce bloc-là est en baisse. Alors, donc, il y a un paradoxe. Alors là, dans le sondage, on voit que les 2 grandes formations sont à égalité, avec 23 sièges. Un mot sur l'Union sioniste ou le camp sioniste, 23 sièges, c'est stable, c'est stagne, il ne progresse pas, il ne baisse pas, et c'est la même chose depuis 3 semaines. Et là, on constate également une montée de la liste conjointe des partis arabes, montée également du parti de Yair Lapid, le Yeshatid, dont on ne voit pas. Voilà, c'est pareil, c'est la même erreur, c'est pas le Kulanu, mais c'est le Yeshatid. Alors vous l'avez dit, la grande question, ce n'est peut-être pas de savoir si Binyamin Netanyahou a gagné 1 siège ou 2, mais de savoir si le bloc de droite se renforce après ce discours, et la réponse est non. Non, il aurait plutôt même tendance à s'affaiblir. Alors c'est paradoxal, puisque encore une fois, le Likoud regagne du terrain un petit peu. Comment expliquer cette baisse légère du bloc constitué par le Likoud et ses alliés traditionnels? Eh bien, 2 explications possibles. La première, le renforcement des partis centristes, le parti de Yair Lapid et le parti de Moshe Kahlon, aux dépens du bloc de droite, puisque apparemment certains électeurs du Likoud sont de plus en plus tentés par un vote au centre. Et puis le renforcement de la liste conjointe aux différents partis arabes, qui pendant longtemps étaient stagne à 12 mandats, là 13 sièges, et les instituts de sondage constatent qu'il y a une plus grande volonté de la part des électeurs arabes israéliens, à participer à ce scrutin. C'est l'une des grandes inconnues de ces élections. Est-ce que cet électorat, qui en général est assez tenté par l'abstention, qui s'abstient beaucoup plus que l'électorat juif israélien, eh bien, va changer de comportement électoral du fait de la constitution de cette liste unie? Et de ce point de vue-là, le pari qui avait été celui des formations arabes lorsqu'ils ont établi une liste commune est sur le point d'être gagné, puisqu'ils sont
en progrès constant dans les sondages en termes d'intention de vote. Et puis, on constate une remobilisation possible de l'électorat arabe israélien. Et donc, forcément, c'est aux dépens de la droite et des partis religieux. Ali, je veux citer un diplomate occidental que j'ai rencontré hier. Ce diplomate a rencontré un ministre du Likoud et ce ministre a avoué que le Likoud n'attendait pas à ce que le danger dans les sondages viendra de la part de Yesh Atid, ce qui complète ce que Dror dit sur la baisse du bloc de droite, c'est que les mandats passaient du Likoud au foyer juif et vice-versa. Et là, du coup, la montée de Yesh Atid, apparemment, elle est aussi sur le compte du Likoud, ce qui explique le fait que le Likoud ne rebond pas comme le Premier ministre. De gauche. Oui. Aujourd'hui, ce matin, il y a une rencontre de dirigeants des partis arabes pour décider s'il faut signer un accord de vote avec Meretz pour essayer... Sur les voix perdues. Sur les voix perdues, pour essayer peut-être de sauver Meretz qui frôle le seuil d'éligibilité. Et qui pourrait disparaître de la carte politique pour cette Knesset en tout cas. Alors même si Binyamin Netanyahou a gagné quelques points dans les sondages, en tout cas les Américains, eux, ne décolèrent pas après le fameux discours au Congrès et les discussions sur le dit accord se poursuivent. John Kerry vient de clore un nouveau round de négociations avec son homologue iranien. C'était en Suisse. Prochain rendez-vous dans 10 jours. Le point en images. Un discours à la fois tant attendu et décrié. Pour Barack Obama, Benjamin Netanyahou n'a rien proposé de concret devant le Congrès américain. Sur le problème principal qui est de savoir comment empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, ce qui les rendrait beaucoup plus dangereux et leur offrirait une bien plus grande latitude d'action dans la région, le Premier ministre n'a présenté aucune alternative viable. Le Premier ministre israélien, lui, se défend de cette accusation. Il dit avoir apporté une solution pratique en 3 points. Premièrement, l'extension sur plusieurs années du seuil nucléaire de l'Iran, c'est-à-dire une prolongation du temps nécessaire pour produire l'uranium destiné à la fabrication d'une bombe si l'Iran ne respecte pas les termes de l'accord. Ensuite, il demande à Téhéran de cesser de menacer ses voisins et de financer le terrorisme. Et troisièmement, de ne plus menacer l'existence de l'État d'Israël. Pour les élus démocrates, le discours de Benjamin Netanyahou était tout simplement un théâtre politique. Du côté des républicains qui ont offert une standing ovation au leader du Likoud, la vie est tout autre. C'est un grand jour pour l'Amérique, c'est un grand jour pour Israël. Très franchement, c'est un grand jour pour le monde libre. Vous savez, on a l'opportunité d'écouter celui qui, je pense, est l'un des plus grands leaders actuels. Il ne vient pas ici pour parler d'Israël. Il n'est ni question d'Israël ni des États-Unis. Il est avant tout question de la menace à laquelle le monde libre doit faire face, l'islamisme radical et particulièrement celui qui vient d'Iran. L'Iran a vivement réagi à l'allocution du Premier ministre. Pour le ministère des Affaires étrangères, Benjamin Netanyahou est tout simplement un menteur. La répétition des mensonges est le thème récurrent de son discours. Par conséquent, il ne faut pas s'inquiéter. Et ne vous inquiétez pas, car ce n'est pas la première fois. Ce sont des accusations récurrentes de ce régime. Leur hostilité envers l'Iran a toujours été évidente au cours des dernières décennies. Mercredi soir, le secrétaire d'État américain a commenté les propos de Benjamin Netanyahou. Une reddition de l'Iran n'est pas une alternative à un accord, a déclaré John Kerry. Les négociations sur le nucléaire se sont donc poursuivies à Montreux. Il y a encore des défis difficiles à régler pour parvenir à un accord, a déclaré un responsable américain. De nouvelles échéances diplomatiques ont été fixées. John Kerry va rencontrer samedi ses homologues britanniques, français et allemands. Les prochains entretiens bilatéraux entre Américains et Iraniens auront lieu le 15 mars, probablement à Genève. Finalement, Ali, le discours de Binyamin Netanyahou n'aura eu aucun impact sur les négociations en cours ? Non, je pense, en ce qui concerne les négociations, je crains qu'il aura un impact contraire à ce qu'on a vu, ce qu'a dit Obama tout de suite après le discours, ce qu'a dit Kerry après le discours. Les États-Unis ne prennent pas en compte les calculs politiques de Benjamin Netanyahou. Pour les États-Unis, il doit y avoir un accord entre la communauté internationale et l'Iran. Les États-Unis veulent voir l'Iran, la République islamique de l'Iran, avec tout ce qu'elle présente d'influence
influence dans la région, une influence qui devient de plus en plus importante tous les jours, s'intégrer dans la communauté internationale, faire partie non pas de l'axe du mal, mais de l'axe qui peut aider les États-Unis à battre le djihadisme salafiste et à faire partie des nouveaux calculs du président Obama. On a vu ce qui s'est passé avec Cuba, le grand désir du président Obama de voir sous son mandat l'Iran fait partie de la communauté internationale, fait partie de la famille qui fait face à cette montée de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Alors c'était les revendications aussi de Binyamin Netanyahou dans son discours que l'Iran stoppe ses agressions terroristes dans le monde entier mais également au Moyen-Orient. Ça pourrait figurer dans l'accord ? Non. Je pense pas. Vous savez, Barbara, l'accord, il est exclusivement sur le projet nucléaire de l'Iran. Il va comprendre des éléments concernant ce projet et les composants de ce projet. Mais, Barbara, les pays arabes modérés sont en train de revoir leurs calculs face à ce rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Les pays arabes qui s'étonnent pourquoi on n'entend pas encore la voix des États-Unis en ce qui concerne ce qui se passe au Yémen. Quand on voit des délégations en provenance de la France se rencontrer avec le président Bachar Assad, le grand allié dans la région de l'Iran, il y a des signes très clairs que l'Occident est en train de faire une division entre le soupçon envers l'Iran, mais entre aussi le danger qui vient du djihadisme. Ce que dit un diplomate américain, c'est qu'on a eu plus d'Américains tués par des sunnites que par des chiites envoyés par l'Iran. Le discours de Binyamin Netanyahou, on l'a vu, aura eu donc très peu d'impact, sinon pas d'impact du tout sur les négociations. Seul impact peut-être, c'est de continuer à exacerber les Américains. La crise est loin d'être derrière nous. Oui, à la une du journal Haaretz ce matin, peut-être que Maurice en reparlera dans sa revue de presse, une révélation sur ce qui se dit à Washington. Binyamin Netanyahou a détruit, ou le mot est peut-être un peu fort, en tout cas a dégradé les relations entre Washington et Jérusalem. À lui de faire tout ce qu'il peut pour les remettre sur une voie meilleure. Donc bien évidemment la crise n'a peut-être jamais été aussi profonde, en tout cas pas depuis de très nombreuses années entre l'administration américaine et le gouvernement israélien. On a en mémoire également les propos très acerbes tenus par l'une des responsables du Parti démocrate, puisque c'est la présidente des démocrates de la Chambre des représentants, Mme Nancy Pelosi, suite au discours de Binyamin Netanyahou. Donc on a un petit peu l'impression que rien ne va plus entre une partie de la classe politique américaine, parce que bien évidemment le Parti républicain est très majoritairement soutient Binyamin Netanyahou et soutient Binyamin Netanyahou lorsqu'il tire la sonnette d'alarme sur la question du nucléaire iranien. Mais justement le problème c'est que tout cela est de plus en plus perçu aux États-Unis comme étant la marque d'un clivage politique partisan américain. Et que la question des relations avec Israël et la question de l'attitude à adopter face au nucléaire iranien est de plus en plus perçue et de plus en plus vécue comme un motif de clivage partisan entre les républicains et les démocrates aux États-Unis. Et forcément, ça a des conséquences qui ne peuvent pas être entièrement positives sur les relations bilatérales. Alors on rappelle qu'il y a un débat au Congrès sur cet accord avec l'Iran la semaine prochaine. Ce sera là l'examen du résultat qu'a obtenu Binyamin Netanyahou après son discours. Oui, mais on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas s'attendre en tout cas à de réelles surprises. Les positions des uns et des autres sont connues, celles des démocrates et celles des républicains. Ce qui change un petit peu, et c'est là où peut-être Binyamin Netanyahou peut se vanter d'avoir marqué des points, c'est que dans le débat public, dans certains grands journaux aux États-Unis, on commence à considérer avec peut-être davantage de sérieux qu'auparavant certains des arguments de Binyamin Netanyahou sur les dangers de l'accord qui pourrait, il faut parler au conditionnel, qui pourrait être conclu entre la communauté internationale et l'Iran sur son programme nucléaire. Le Washington Post, par exemple, dont les éditorialistes commencent à se poser des questions. Et c'est un journal influent, bien évidemment, et c'est pas un journal qui est forcément un organe de presse du Parti républicain, loin s'en faut. Donc là, si Binyamin Netanyahou en adoptant de manière un peu brusque vis-à-vis de Barack Obama et de l'administration démocrate, a voulu créer une espèce d'électrochoc pour que le débat aux États-Unis sur le nucléaire iranien
prenne davantage en considération les arguments israéliens, peut-être que là, elle a marqué des points. Voilà, dans le débat public américain, dernière chose, Ali, sur ces négociations, on a vu l'Iran rejeter complètement les arguments de Binyamin Netanyahou, mais que disent-ils sur les négociations en cours? Est-ce que ça a été tendu entre Zarif et Kerry ces 2 derniers jours à Montreuil? Non, ça n'a pas été tendu. Il y a encore des différences très claires entre les deux côtés, mais ce que disent les Iraniens, selon certaines sources au Liban, sources iraniennes au Liban, qu'on a pu voir sur des sites internet, que Kerry a rassuré Zarif que le discours de Benjamin Netanyahou ne va pas changer la donne et que c'est la conduite, l'attitude de l'Iran qui fera la décision de la part des Américains, et que en fin de compte, malgré ce discours, malgré les difficultés qui peuvent être présentées au président par le Congrès, c'est le président qui prendra la décision en fin de compte, et c'est le président qui pourra sanctionner toute initiative du Congrès de lancer une nouvelle liste de sanctions contre l'Iran. Dernière chose, là-dessus, John Kerry s'est envolé depuis Montreux direction l'Arabie Saoudite. Il est à Riyad aujourd'hui. Il est venu rassurer les alliés sunnites des États-Unis dans le Golfe Persique. Il est venu rassurer les alliés des États-Unis. Vous savez, la presse au Golfe a adopté presque la totalité du discours du Premier ministre Netanyahou. Oui. Elle a appelé les États-Unis à voir les dangers de l'Iran, mais je crains que Kerry, avec toutes ses promesses, tous ses engagements, ne pourra pas rassurer le monde arabe, surtout les pays du Golfe, qui voient déjà dans peut-être 10 ans l'Iran officiellement et avec l'accord de la communauté internationale faire partie du club nucléaire. Voilà, qui sont aussi inquiets qu'Israël sur cette question du nucléaire iranien. Alors précisément, Maurice, on passe en revue les grands titres de la presse iranienne et israélienne ce matin. Il n'est encore question que de cet accord et du discours de Binyamin Netanyahou. Oui, alors le quotidien Maariv est satisfait finalement et titre sur le message est passé, c'est la réponse de Netanyahou à Obama et Kerry. Maariv analyse les titres des 2 plus grands quotidiens américains pour confirmer cet optimisme. Le New York Times, tout d'abord, qui soutient la politique d'Obama, qui qualifie ce qui s'est passé au Congrès de théâtre de marionnettes. Et le Washington Post, anti-accord avec l'Iran. Obama doit fournir des réponses. Il ne les a pas encore données. Voilà. Pour le Yediot Aharonot, on parle des polémiques qui suivent ce discours. Netanyahou, les Américains comprennent mieux pourquoi il s'agit d'un mauvais accord, titre le Yediot Aharonot, mais donne la réponse de Kerry. Cela ne stoppera pas le programme nucléaire iranien. Et regardez cette caricature, Benjamin Netanyahou et Barack Obama, tous les deux avec un œil au beurre noir. Nous nous sommes quittés bons amis. Voilà. Pour le Haaretz, les mots sont durs. Haaretz, l'administration Obama laisse entendre que si Netanyahou est réélu, c'est l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis qui sera sacrifié. Encore une fois, une caricature assez acerbe de retour à la réalité pour Netanyahou, accueilli à sa descente d'avion par des manifestants contre la vie chère. Le contrôleur de l'État. Et le contrôleur de l'État. Qu'on en connaît avec l'un de ses rapports sur le coût de la vie ou le coût du logement. Voilà. Accueil en fanfare. L'Israël Hayom. Israël Hayom titre sur la déclaration de Zarif. Nous sommes très proches d'un accord. Nous ne voulons pas d'une arme nucléaire. Notre programme est scientifique, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Et alors, encore une fois, cette caricature, un journaliste demande à Rouhani votre réaction au discours. Réponse de Rouhani, je n'ai pas entendu à cause du bruit des centrifugeuses. Voilà, tout est dit. Alors justement, dans la presse iranienne, on démarre par l'Iran Daily qui revient sur la réponse d'Obama au discours de Netanyahou. Oui, mais d'une façon générale, la presse iranienne montre beaucoup d'assurance en ce moment sur ce qui se passe à Montreux. Alors le Iran Daily écrit carrément furieux de l'adresse de Netanyahou au Congrès. Obama a refusé de rencontrer lors de la visite de 48 heures à Washington Benjamin Netanyahou. En Conseil des ministres, le président iranien a pointé sur ce qui pourrait être la politique iranienne après la signature d'un accord. Le régime israélien, qui possède des stocks de bombes nucléaires en infraction aux réglementations internationales, n'a toujours pas signé le traité de non-prolifération et n'autorise pas les Nations Unies à contrôler ses installations nucléaires. Voilà, et Fars News, l'agence de presse iranienne, donne la parole au président Rouhani. Oui, qui fait un peu d'esprit sur ce qui se passe, et une réponse à Netanyahou. Nous n'accepterons qu'un bon accord, affirme Rouhani. L'agence de presse iranienne accorde aussi la une au président. Donc, le monde est satisfait des progrès entre le groupe des 5+1 et l'Iran, dans la mesure où les résultats d'un accord seront bénéfiques pour la région et le monde, mais aussi pour le développement, le commerce et l'économie et
pour la lutte contre l'extrémisme. Alors il ne faut pas se tromper pour Fars News qui précise qu'en évoquant l'extrémisme, le président iranien fait référence à la colère exprimée par le régime sioniste dont l'existence ne dépend que de la guerre et de l'agression. Voilà qui est dit, on termine par Al Jazeera. Al Jazeera, le quotidien qatarite, c'est l'esprit du compte-rendu de la chaîne de télévision qatarite qui fait le compte-rendu de 3 jours de pourparlers intensifs à Montreux entre Kerry et Zarif pour parvenir à un accord sur le nucléaire. Les USA et l'Iran ignorent Netanyahou. Kerry et Zarif, vous l'avez dit, doivent reprendre les pourparlers le 15 mars prochain. Voilà pour ce dossier. On parle d'autre chose à présent. Merci Maurice. 33 ans après les faits, 3 suspects ont été identifiés dans l'attentat de la rue des Rosiers. C'était un lundi du mois d'août 1982, vous vous en souvenez. En plein déjeuner, un homme lance une grenade dans un restaurant juif du Marais. Le commando traverse ensuite le quartier en tirant dans la foule. En moins de 3 minutes, l'attentat fait 6 morts et 22 blessés. Les 3 suspects sont palestiniens. L'attentat n'avait jamais été revendiqué mais attribué au groupe palestinien Abu Nidal. Alors, qui sont-ils? Explication signée Maxime Pérez. 32 ans d'enquête auront été nécessaires pour identifier les 3 suspects de l'attentat de la rue des Rosiers en 1982. Marc Trévidic, le juge d'instruction en charge de l'affaire, a délivré jeudi matin des mandats d'arrêt internationaux contre 3 Palestiniens résidant actuellement en Norvège, en Jordanie et à Ramallah en Cisjordanie. 2 d'entre eux seraient les auteurs de la fusillade à Paris qui a fait 6 morts, dont 2 Américains et une vingtaine de blessés. Les suspects sont d'anciens membres de l'organisation Abu Nidal, dissidente du Fatah. À son actif, des dizaines d'attentats à travers le monde, en particulier en Europe, des assassinats de diplomates au plus fort des années 70 et 80. Protégé par l'Irak de Saddam Hussein, puis le régime libyen du colonel Muammar Kadhafi, le groupe Abu Nidal a été l'emblème du terrorisme international. Bien qu'il s'agisse d'une organisation particulièrement active, personne n'est parvenu à l'infiltrer jusqu'à la fin des années 80. Elle était quasiment impénétrable et il était très dur de recruter des informateurs. Et c'est aussi pour cette raison que ce groupe a pu réaliser autant d'attentats terroristes. L'un des suspects désormais recherchés se nomme Mahmoud Rader Abed Adra. Surnommé Hicham Harb, ce Palestinien de 59 ans vivrait aujourd'hui à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Se pose à présent la question de son arrestation ou pas par les forces de sécurité du président Mahmoud Abbas. Il est possible que l'autorité palestinienne apporte son assistance parce qu'elle souhaite être acceptée légitimement par la communauté internationale et parce qu'elle a longtemps considéré le groupe Abu Nidal comme une faction rivale. Il sera intéressant de voir si l'autorité palestinienne est prête à arrêter ce suspect qui est un Palestinien vivant sous sa juridiction. La progression de l'enquête a été rendue possible grâce à l'action d'une cellule de la DGSI. Selon des informations recueillies par Jean-Louis Bruguière, premier juge à avoir enquêté sur l'attentat de la rue des Rosiers, l'attaque aurait directement été commanditée par l'ancien dictateur syrien, Hafez el-Assad. Alors Ali, l'enquête, on l'a dit, après 33 ans, a abouti au lancement de 3 mandats d'arrêt contre 3 hommes, un Palestinien, enfin 3 Palestiniens, mais qu'ils vivent, un à Ramallah, l'autre en Jordanie et le 3e en Norvège. D'abord, qu'est-ce que sait-on de plus sur ces hommes? Bon, on sait qu'ils étaient des militants, comme il y a des milliers qui vivent toujours en Cisjordanie et à la bande de Gaza, mais aussi en Jordanie, au Liban et dans les pays du Golfe. 2 parmi ces 3 étaient des militants ordinaires de l'organisation d'Abu Nidal. Un 3e, celui qui se trouve en Jordanie, faisait partie plutôt de la direction militaire de l'organisation. Barbara, pour l'autorité palestinienne, ça va être un grand embarras si le mandat d'arrêt se traduit en une demande d'extradition de la part de la France. L'éthos palestinien a été se base sur le fait que des Palestiniens n'arrêtent pas des militants qui faisaient partie de la révolution palestinienne, malgré le fait que l'organisation de Abu Nidal, c'était une organisation dissidente, malgré le fait que parmi les dizaines d'attentats menés par Abu Nidal, la très grande partie visait des cibles arabes et des cibles palestiniens, et puis des cibles européens, et seulement en dernière place des cibles juives ou israéliennes. Alors l'autorité palestinienne, c'est ce que vous nous dites, refusera d'extrader ce citoyen de Ramallah à la France? Très probablement.
c'est pas ces citoyens, c'est un citoyen qui se trouve à Ramallah, qui a reçu une amnistie de la part du Fatah et de l'organisation et de l'OLP pendant la période des accords d'Oslo, pour voir qui de ces militants peut rentrer en Palestine, peut rentrer en Cisjordanie. Et moi, je vois qu'avec le conflit avec Israël et la grande tension entre Israël et l'autorité palestinienne, je vois très mal comment est-ce que Abou Mazen pourra signer cet accord pour Idéal livrer. Pour la Jordanie? Pour la Jordanie, c'est un cas un peu plus compliqué. La Jordanie qui a besoin de l'aide de la France, dans la lutte antiterroriste, sur le plan financier, et pour le fait qu'il s'agit d'un Palestinien qui faisait partie de la direction militaire de cette organisation. Alors parlons un peu plus précisément de cette organisation. On se replonge dans le contexte des années 80. Le groupe d'Abou Nidal, c'est quoi, c'est qui? Bon, Abou Nidal est un voisin. Vous savez, il habitait pas loin, il était né pas loin de ses studios Barbara à la ville de Jaffa. Il a fondé en 74, après cette division au sein du Fatah, en 74, le chef de l'OLP, le chef du Fatah, Arafat, annonce qu'il est prêt à dialoguer avec Israël, à reconnaître les décisions 242 et 338 de l'ONU, et du coup Abou Nidal décide que cette ligne modérée présentée par Arafat ne peut pas lui représenter. Il crée son propre mouvement basé sur des dissidents du Fatah, mais il lance en première place des attentats et des assassinats contre des membres du Fatah. Les plus connus, c'est le numéro 2 du Fatah, Abou Iyad, et le numéro 4, Abou Hol, qui était le chef de la sécurité interne de l'organisation. Et vous savez, Abou Nidal, même avant sa dissidence, était soupçonné par Arafat de lancer des attentats pour des États, notamment l'Irak, la Libye, pour enrichir les caisses de sa propre organisation. Dernière chose, on n'a plus beaucoup de temps. Abou Nidal était au moment des faits basé en Syrie. Dans l'enquête du juge Bruguière figure le nom du président syrien à l'époque, le père de l'actuel président Hafez El-Assad. Pourquoi la Syrie? Pourquoi le président syrien? Parce que c'était la Syrie qui a accueilli Abou Nidal en ce temps-là, mais selon toutes les données, ce n'était pas au compte du régime syrien qu'il a lancé cette attaque Abou Nidal. Abou Nidal avait plusieurs sponsors, l'Irak, la Libye, la Syrie, et des organisations internationales. Barbara, moi je pense que sur cette affaire de l'attentat de la rue Rosier, la fin est encore très loin. La fin est encore très loin. En tout cas, 3 suspects identifiés 33 ans après les faits. Merci beaucoup Ali d'être venu nous en parler. Dror, vous restez avec nous, Maurice également, puisqu'on continue de parler politique israélienne. J-12, les élections approchent et on s'intéresse ce matin au thème peut-être qui pourrait faire basculer cette élection. Ce n'est pas l'Iran, mais bien le droit au logement. On en parle après un nouveau journal. J-12, les élections israéliennes approchent à grands pas. Et Maurice, vous venez désormais nous présenter tous les jours les 3 infos du jour à ne pas manquer sur cette campagne. Et on démarre par des déclarations du président palestinien Mahmoud Abbas. Oui, première info, celle qui vient de Ramallah. Mahmoud Abbas, effectivement, s'est déclaré partisan de la liste arabe unifiée. Là, ce n'est pas une surprise, mais le président de l'autorité palestinienne déclarait honnêtement ne pas vouloir s'immiscer dans les élections israéliennes et ne pas intervenir. Nous considérons, a-t-il dit, le Premier ministre israélien, quel qu'il soit, comme un partenaire et nous négocierons avec lui sans tenir compte de son identité et de sa politique. Mais, a prévenu Mahmoud Abbas, nous ne capitulerons pas, insistant sur le fait qu'il n'est pas question de revenir à la lutte armée. Par contre, pas question non plus de reconnaître un État juif. Voilà, déclaration tempérée du président palestinien. Dror, il faut quand même noter que le conflit avec les Palestiniens est un sujet totalement ignoré pendant cette campagne. Effectivement, on n'en parle pas.
même les partis, si vous voulez, les plus idéologiquement marqués, ceux pour qui la question des territoires a une importance certaine, à gauche le Meretz, à droite le parti de Naftali Bennett, le Foyer Juif, bien finalement, ces deux partis n'ont quasiment pas évoqué au cours de la campagne électorale la question du processus de paix, la question des relations avec les Palestiniens, et c'est un peu nouveau parce qu'au cours de la précédente campagne, par exemple, Bennett avait proposé un plan, pas un plan de paix, mais un plan pour le règlement du conflit en annexant, qui prévoyait l'annexion des zones C en Cisjordanie. Le Meretz aussi était un petit peu plus, avait pris à cœur un petit peu plus la question palestinienne. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les partis se concentrent davantage sur les questions internes, et lorsqu'il s'agit de questions diplomatiques et sécuritaires, eh bien effectivement le dossier palestinien est un petit peu ignoré. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'importance, mais évidemment il est crucial, tout le monde le sait. Mais ça signifie eh bien, que pour de larges parts de l'opinion publique, cette question n'a plus d'importance au jour le jour, que les Israéliens très majoritairement s'en désintéressent. Alors au jour le jour, ce qui préoccupe pour le moment les chefs de parti, ce sont des vastes manœuvres politiques, la course aux voix perdues. Exactement. Alors Yitzhak Herzog apparemment est parvenu à la conclusion que le résultat des élections va être extrêmement serré. Ouais. Alors l'Union sioniste qu'il dirige renégocie avec le parti du centre, Yesh Atid, ce que l'on nomme un accord de répartition des voix restantes. Alors il s'agit simplement de calculer les voix qui ne permettent pas d'avoir un mandat d'une liste et de les reporter sur une autre liste. Alors, si l'accord est conclu, ça permettrait d'apporter 1 ou 2 mandats supplémentaires au centre-gauche. Il faut dire que c'est aujourd'hui le dernier délai pour renégocier ce type d'accord. Et il faut aussi préciser que Meretz est en train de négocier le même accord de répartition des voix perdues avec la liste arabe unifiée. Voilà, ce qui renforcerait le bloc de gauche. Dernière info. On part à droite de l'échiquier politique israélien et c'est une nouvelle déclaration du chef du parti Chasse, un franc soutien désormais à Benjamin Netanyahou. Apparemment, les choses sont tout à fait claires. Arié Deri s'est prononcé sans aucune ambiguïté en faveur de Benjamin Netanyahou. Nos électeurs, a-t-il dit, veulent un Premier ministre, ça on le savait, mais ils veulent un gouvernement Bibi Begin et non pas un gouvernement Bibi Lapid. L'ennemi de Chasse est désigné. Il s'agit de Yair Lapid, soutenu, dit-il, par un public laïque avec des positions jugées antireligieuses, notamment en ce qui concerne la loi sur la conscription pour tous. Netanyahou, vous le savez, s'est engagé à amender cette loi en cas de victoire. Alors ça tombe bien, merci beaucoup Maurice. On s'intéresse, Rudy, ce matin avec vous à Yair Lapid, précisément. À 12 jours du scrutin, vous continuez votre série Les élections pour les nuls. On s'intéresse donc ce matin à ce parti, Yesh Atid. Oui, alors c'était la surprise. Hein. Effectivement, on est au centre, un parti laïque. Et Yair Lapid, c'était la star, la surprise des élections 2012. Il est beau, il est journaliste, c'est un passionné de boxe et avec tous ses arguments, son sens du public, il avait réussi en 2012 à obtenir 19 sièges. Ça faisait de lui la seconde formation du pays. Mais entre-temps, il y a eu l'usure du pouvoir, il a été ministre des Finances, il a donc un bilan à porter avec lui. Mais son argument, c'est de dire que Netanyahou ne l'a pas laissé mener ses réformes, n'a pas laissé travailler. Donc je me suis plongé au cœur du programme de Yair Lapid. On regarde. Israël est un pays compliqué et encore plus en période d'élection. Alors pour y voir plus clair, ouvrons aujourd'hui le programme de Yesh Atid. Ou plutôt Yesh Atid, le parti d'Yair Lapid, son fondateur, son président jusqu'à 2020, son Georges Clooney, bref, son leader incontournable au regard imparable. Fils de Tommy Lapid, un homme politicien centriste ultra-laïque, Yair, 51 ans, a d'abord dragué les caméras avant de faire les yeux doux aux électeurs. Aux commandes des années durant du magazine de reportage le plus populaire du pays, il y a imposé son style d'Israélien moyen, mainstream et proche du peuple, bien que ses détracteurs lui reprochent d'incarner à merveille l'élite ashkénaze de Tel Aviv. Mais Yair Lapid n'en a que faire et se lance dans la bataille politique en 2012 avec la ferme intention de la réformer. Avec lui, fini la corruption et la lourdeur politique, il dit incarner la modernité loin des jeux de pouvoir. Si on y ajoute son personnage de Madame Riki, l'Israélienne moyenne qui ne boucle pas ses fins de mois, on obtient la surprise du précédent scrutin. Yair Lapid et les siens arrivent second avec 19 sièges et lui débarque au ministère des Finances. Un ministère qu'il quittera 2 ans plus tard, furax de ne pas pouvoir appliquer son programme, son patron direct étant un fin tacticien politique. Alors Lapid, version 2015, ça donne quoi? Une cote d'amour en baisse, une déception de son électorat, mais une bonne excuse, on ne l'a pas laissé bosser. Au menu de son programme, 3 grandes idées. D'abord la lutte contre la vie chère, un grand classique me direz-vous, mais c'est à la base son credo, Madame Riki peut même en témoigner.
Autre grand combat du beau Yair, la lutte contre la corruption en politique et ailleurs. Il a d'ailleurs, lors de ses 2 ans aux manettes, tenu à se montrer irréprochable. Dernier point et pas des moindres, Lapid veut l'égalité. Et en Israël, égalité veut dire égalité dans l'éducation, entre les hommes et les femmes dans le monde du travail et surtout plus de différence entre les religieux et les laïcs, même droits, même devoirs. C'est pourquoi Lapid restera celui qui a mené et réussi la bataille pour le service militaire, aussi pour les religieux. Laïque, très laïque, trop laïque pour certains, Yesh Atid ne s'attire pas forcément la sympathie du public religieux. Lapid est un centriste, un vrai, un positionnement qui se retrouve dans sa vision du conflit israélo-palestinien. Il est pour la solution à 2 États, contre de nouvelles constructions dans les territoires, mais pour y conserver les grands blocs qui garantissent selon lui la sécurité d'Israël. En résumé, Lapid a contre lui l'exercice du pouvoir tout en gardant de la fraîcheur. Un thème de campagne basé sur la vie chère et une science du public forgée à la télé. Parti au plus bas dans les sondages, il remonte doucement. Pour lui, il pourrait y avoir un avenir. Alors, Yesh Atid, on l'a dit, c'est la grande surprise des élections de 2013. Cette fois, on s'attend à moins de sièges, mais quand même, il se bat, le boxeur. Hein. Il mène une campagne comme il faut. Absolument. Alors, il mène une campagne de terrain, ce qui casse avec l'ambiance générale où c'est une campagne sur le net. Lui, en 2012, avait joué la carte d'Internet des réseaux sociaux. Là, il est sur le terrain et c'est là qu'il arrive à progresser. Il rattrape son retard, il se bat, mais il se bat sur le terrain. Il est extrêmement présent et il ne joue pas trop le jeu des clips qui font le buzz. Donc ça, c'est important. Et puis, c'est une élection très importante pour lui parce que il n'a pas envie de faire comme son papa. Son papa, il a mené un parti centriste, ultra-laïque, anti-religieux entre 1999 et 2006, mais c'est un parti qui a disparu très vite et justement, on va se demander sur cette élection s'il va rester dans l'univers politique israélien ou si, comme son papa, il va disparaître très vite. Est-ce que c'est une étoile filante ou pas? Voilà. Yair Lapid est parti pour rester en politique? Oui, probablement. Écoutez, au début de la campagne, personne n'aurait parié un copec sur Yair Lapid parce qu'il était unanimement considéré comme un mauvais ministre des Finances, donc son bilan était médiocre et puis il n'a cessé de remonter dans les sondages grâce effectivement, comme Rudy l'a indiqué, à une campagne très active, à une campagne de terrain qui va vraiment rechercher l'électeur là où il est et qui va lui parler de ses problèmes quotidiens et ça fonctionne, ça marche. Et le charisme de Yair Lapid, il est évident. Ses têtes de liste également, les anciens ministres de la Santé, Yael Garman, des Affaires sociales, Meir Cohen, ou de l'Éducation, Shai Piron, sont assez populaires et on sent que ça marche. Et de plus en plus, eh bien, Yair Lapid progresse dans les sondages. Il prend des voix au Likoud et le Likoud en est de plus en plus inquiet. On en a parlé tout à l'heure. Et lorsque l'on disait avec Rudy que c'est un parti très laïque, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi un parti dont bon nombre de dirigeants sont des religieux modérés. Et ça, c'est un public qui est visé par Yair Lapid et ça marche. Shai Piron, le ministre sortant de l'ancien ministre de l'Éducation, est issu de ce milieu-là. D'autres députés de premier plan du parti de Yair Lapid, c'est l'une des cibles sociologiques du parti de Yair Lapid et la grève prend, ça fonctionne. L'importance que va jouer le parti de Lapid dans cette élection va être cruciale. Est-ce que Yesh Atid va être le faiseur de roi de cette élection, finalement, pour donner une majorité au bloc de gauche ou au bloc de droite? Systématiquement, aux élections, un parti crée la surprise en obtenant 6-7 mandats de plus que ce que les sondages prévoyaient. Et il y a 2 ans, c'était Yair Lapid. Et c'est souvent le cas d'un parti centriste ou d'un parti qui échappe aux classifications gauche-droite. Là, il y a 2 partis qui jouent sur ce terrain, celui de Lapid et celui de Moshe Kahlon, le transfuge du Likoud, qui a lui aussi un discours social pour aller vite et qui s'adresse à un électorat peut-être plus populaire que celui qui est en général séduit par Yair Lapid. Et donc chacun des deux peut effectivement créer la surprise et renverser les rapports de force entre la droite et la gauche. Sans Kahlon, sans Lapid, quasiment sans Kahlon, aucune majorité n'est possible aujourd'hui d'après les derniers sondages. Lapid, semble-t-il, Netanyahou ne veut pas lui dans une coalition. Peut-être qu'il ne pourra pas faire autrement, on verra le 18 mars. Alors ils se battent tous les deux, vous l'avez dit, sur le même terrain, les questions économiques et sociales, et cette question notamment du droit au logement, hein, c'est l'étendard de Yair Lapid et de Moshe Kahlon, est un enjeu crucial dans cette élection. Qu'en pensent les Israéliens? Betsa Bessalem est allé leur poser la question. אני גר עם חברה, אנחנו נרצה להתחתן בטח עוד שנה, אני לא רואה איך אני משיג דירה. הרבה יותר קל לאנשים באירופה ובארצות הברית לקנות דירה מאשר בישראל. זה נמצא בראש הנושאים הכי בוערים של היום-יום, וזה נראה שזה חשוב מאוד לכולם, חוץ מלנתניהו. מספרים לנו שיש המון התחלות בנייה, אבל מפתחות בפועל
יש מעט מאוד, אחוזים מאוד נמוכים שנמסרים. יש הרבה דירות פנויות שלא משתמשים בהן. הרי צריך ליצור מקומות שאפשר לקנות אותם, וצריך להוריד את המחירים, וצריך לעשות אטמוספירה חיובית. זה תהליך של שנים, אבל כן, אפשר להתחיל. יוקר המחיה, מחירי הדיור, פערים כלכליים, עוני, אלה הבעיות שצריך להתמודד איתן. הרי ביבי זה הליכוד, כן, נכשל בנושא החברתי והנושא הכלכלי ונושא הבריאות ונושא הדיור וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אז הוא מושך לכיוון איראן, לכיוון חיזבאללה, כדי לכסות על כל מה שהוא לא הצליח לעשות. ממשלה עם אג'נדה יותר חברתית יכולה לעשות את זה יותר טוב מאשר ממשלה עם אג'נדה ליברלית. אני רוצה לציין, לקחת דוגמה ממני, אוקיי? אני התחתנתי בשנים עברו, ואסור, באמת, זה לא הוגן להאשים היום את נתניהו, כי זאת מדיניות שנמשכה מממשלות קודמות. זה לא משהו שנוצר כרגע. גם הבעיה נוצרה, שאת אומרת, השמאל היה בממשלות האלה גם, היו ממשלות אחדות, הם היו יחד, והבעיות נוצרו כשהם היו גם כן בממשלה. אני לא חושב שמישהו אחראי לזה יותר מהשני. אני לא חושב שנתניהו אחראי לזה יותר מהרצוג. הרצוג היה שר השיכון לפני 10 שנים. C'est la question de cette élection. Qui est responsable de cette situation catastrophique du droit au logement? C'est l'une des questions. On a constaté que lorsque le rapport du contrôleur de l'État sur la hausse exponentielle des coûts du logement et surtout sur les responsabilités, parce que tout le monde sait que le prix du logement a augmenté d'une manière absolument incroyable. En l'espace de 5 ans, il a plus que doublé. Donc bien évidemment, c'est un poids sur le budget de chaque foyer en Israël, incontestablement. Mais le rapport du contrôleur de l'État pointait du doigt les différents responsables. Et là, bien évidemment, Netanyahou, qui est au pouvoir depuis 6 ans, Yair Lapid, qui était ministre des Finances, n'ont pas échappé aux critiques du contrôleur de l'État et puis surtout des médias. Donc, bien évidemment, c'est l'une des questions clés, avec quand même un scepticisme généralisé, parce que les Israéliens ne savent pas vraiment à quel sens vouer, qui, dans la classe politique actuelle, peut véritablement promettre de régler ce problème endémique. Alors, précisément, qui se démarque dans cette question, Maury? Qui représente le mieux, finalement, aujourd'hui, le combat contre la vie chère? Vous l'avez vu, il y a un grand désarroi sur cette question au sein du public israélien. Les gens n'accusent pas une personnalité politique, mais plutôt un système. Alors, qui va représenter un système de gouvernance normale ou, disons, efficace? C'est la grande question. Et on ne voit pas très bien aujourd'hui quelque chose se dessiner. Alors, c'est vrai que l'Union sioniste a un programme beaucoup plus détaillé sur les questions sociales. Sur la plateforme du Likoud, on ne trouve pas grand-chose. N'a pas de programme. N'a pas publié de programme économique et social. Il en était question à un moment. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça va peut-être être le cas, mais il reste une douzaine de jours seulement. Donc, il faudrait un petit peu se dépêcher. Pas de programme. Et là, si vous voulez, c'est l'un des reproches qu'on peut formuler envers les deux grandes formations politiques. Alors, on a dit et redit, le Likoud centre le débat sur les questions diplomatiques et sécuritaires. C'est son terrain de prédilection. L'Union sioniste sur les questions économiques et sociales, c'est son principal cheval de bataille. Mais il faudrait que chacune des deux formations puisse s'exprimer avec autant de clarté sur l'autre sujet, sur le sujet sur lequel elle est a priori moins à l'aise. Et à ce propos, il y aura samedi soir, un grand rassemblement d'opposants. On verra si effectivement les organisateurs réussissent leur pari de rassembler un nombre suffisamment important de personnes, d'opposants à Benyamin Netanyahou, qui n'est pas forcément organisé par des partis politiques, mais par des opposants à Benyamin Netanyahou, tous ceux qui veulent remplacer le pouvoir. Et deux des principaux orateurs seront des anciens responsables haut placés, des anciens généraux, des anciens responsables haut placés du Mossad. Donc là, il y a peut-être une volonté de l'opposition aussi de s'attaquer aux questions, à ce genre de questions sécuritaires, diplomatiques. Voilà, réponse samedi soir, en tout cas, place Rabin, pour savoir l'ampleur que le mouvement va prendre, Iran ou logement. C'est la question de cette élection. Et on continuera de suivre ça de près avec vous, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. À suivre, Israël peuplé de clowns, de princesses et de super-héros en tout genre. C'est la fête de Purim. Aujourd'hui, c'est le carnaval juif et nous serons au cirque dans quelques instants. Restez avec nous.
Il faut dire bonne fête aujourd'hui aux Israéliens. C'est la fête de Purim. Ce jeudi, le carnaval juif. Alors un peu partout dans les rues, on peut apercevoir ce matin des clowns, des princesses, des super-héros en tout genre. Betsabé, vous avez fait attention aux déguisements dans les rues? Oui, pas beaucoup à 5 h du matin quand on vient travailler, mais ça fait une semaine qu'il y en a quelques-uns. Alors, on va s'intéresser à un événement spécial pour Purim qui s'est tenu hier dans une école de Jaffa, une école où juifs et musulmans ont célébré ensemble la fête du carnaval juif. Image signée Maël Benoliel. Juifs et arabes, main dans la main dans les rues de Jaffa, un moment rare à l'occasion de la fête de Purim. Comme tous les ans, cette école mixte organise son propre carnaval pour célébrer le miracle qui a sauvé les Juifs de Perse d'un massacre il y a 2500 ans. Une parade qui fait se mélanger élèves juifs et arabes, dont une grande majorité de musulmans. Et à l'heure de commémorer cette histoire biblique racontée dans le livre d'Esther, enfants, parents et professeurs se déguisent. Une coutume importante dans la tradition juive. Nous sommes très fiers. Il y a ici du respect, que ce soit dans l'éducation et dans le dialogue. Et regardez, vous ne pouvez même pas vous rendre compte de qui est qui ici. Tout le monde est ensemble, heureux de fêter Purim. Pour les enfants, un jour de fête n'est même pas assez. Il aurait fallu que ça dure une semaine. Et voici le maire qui m'appelle pour me prévenir de son arrivée. Allô? Oui? Et le maire, c'est lui, Ron Huldaï, venu donner le coup d'envoi de la parade. Il se prête lui aussi bien volontiers au jeu. Je suis heureux de voir toute cette joie dans cette école. Une école qui a d'excellents résultats et qui se développe et s'agrandit avec les années. Je suis heureux d'être là pour Purim. On peut se rendre compte à quel point il y a une véritable joie de vivre dans cette école. Liesse et exubérance sont effectivement au rendez-vous dans les rues de Jaffa, ville symbole de cohabitation en Israël. Vous savez, moi je ne fais pas de différence entre juifs et arabes. Moi je vis dans la paix avec tout le monde et j'espère que c'est le cas d'un maximum de personnes. Que les autres s'inspirent de la cohabitation qu'il y a ici et tout ira bien. La fête de Purim symbolise la victoire du peuple juif sur leurs ennemis de l'époque. Mais aujourd'hui, ici à Jaffa, cette parade où enfants juifs et arabes défilent ensemble prouve surtout que Purim est l'occasion de se rassembler et de faire la fête. Voilà la fête de Purim qui bat son plein aujourd'hui avec des événements organisés un petit peu partout dans le pays. Et c'est le cas notamment dans ce cirque du nord de Tel Aviv où on vous retrouve, Daniel Ziri. Bonjour Barbara, oui je suis ici au cirque de Florentine qui se trouve au nord de Tel Aviv. Eh bien vous savez aujourd'hui c'est Purim, la fête c'est un peu Mardi Gras juif, tout le monde se déguise d'ailleurs. J'ai apporté mon chapeau pour l'occasion et on va parler un peu de Purim ici puisque le cirque c'est vraiment l'endroit pour fêter Purim. Les enfants viennent déguisés aujourd'hui pour voir cette représentation au cirque ? Tout à fait, pas que les enfants, même les grands, comme vous pouvez le voir, viennent déguisés. Hier, les enfants sont allés à l'école en déguisement. Ils préparent d'ailleurs leur déguisement des jours et des jours à l'avance, même des semaines, pour être prêts pour l'occasion. Et donc, ils viennent à l'école et organisent des petites fêtes à l'école déguisées. Et même les grands le font, puisque les gens vont au travail également déguisés en Israël. Alors, on va voir un petit peu partout dans le pays aujourd'hui différents événements organisés. On y verra quoi notamment ? Alors, il y a plusieurs événements organisés dans toutes les villes d'Israël, mais Tel Aviv organise chaque année de très beaux événements. Il y a par exemple la traditionnelle Street Party, la fête de rue de Tel Aviv, où la municipalité de Tel Aviv bloque une rue entière pour que les gens viennent défiler avec leurs costumes. Il y a des stands de bière, des stands de jeux, des DJ qui viennent pour jouer de la musique sur place. Et les gens passent la journée comme ça dans la rue à prendre des photos des déguisements des uns des autres. Et donc il y a ça, et il y a aussi la Zombie Walk. Je vous le conseille, Barbara, si vous avez jamais été. C'est la marche des zombies dans Tel Aviv. Imaginez 1000 personnes dans la rue, habillées en zombies. Ça fait très très peur. Et, marche ensemble dans la nuit. C'est plutôt sympa. Un mot, Daniel, sur la signification de cette fête de Purim. On célèbre quoi finalement ?
Voilà, alors la signification de la fête de Pourim, Monsieur Netanyahou, dans son discours, le Premier ministre hier au Congrès avant-hier l'a rappelé, c'est une histoire qui remonte à l'Empire perse. Dans l'Empire perse, il y avait un ministre du roi qu'on appelle le méchant Aman Aracha en hébreu, qui planifiait, complotait l'extermination du peuple juif. Alors la reine Esther, qui était juive, eh bien, a déjoué son plan et a démasqué le tyran et a sauvé ainsi le peuple juif. Donc vous voyez l'analogie avec les temps modernes et avec le nucléaire iranien que Benjamin Netanyahou a fait dans son discours. J'aimerais qu'on passe juste, Barbara, si vous me le permettez, au cirque où je me trouve. Je suis ici en compagnie de Nir, qui est le directeur du cirque, qui a aussi mis ses petites oreilles pour l'occasion. Bonjour Nir. Bonjour. Alors je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu, en fait Pourim c'est un peu le jour de l'an du cirque, qu'est-ce qu'on fait, comment on célèbre Pourim au cirque? Et d'abord je suis désolé pour mon français parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé français. Et je fais mes études de cirque en France, à Paris, et chez Annie Fratellini là-bas dans les 20e arrondissement. Et Pourim, comme vous avez dit, c'est les fêtes des Mardi Gras. Et c'est la fête des joyeuses, c'est comme des fêtes de la musique à Paris. Ce sont les moments qu'on peut rire et sourire dans la Méditerranée, non? C'est ça, non? Merci beaucoup Nir pour ces explications. On vous souhaite bonne chance. Merci Barbara, on se retrouve la prochaine fois. Voilà, avec ou sans votre chapeau Daniel, c'est comme vous voulez. Voilà, bonne fête de Pourim, bonne fête au cirque. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on reste en Israël pour un autre type de manifestation, une manifestation politique. Vous allez le voir, 3000 femmes juives et arabes étaient devant le Parlement israélien hier. Manifestation pour la paix, et surtout pour en finir avec la guerre qui coûte, ont-elles dit, ces femmes, trop de fils au peuple juif et arabe dans la région. Les images, Shahar Peled avec Léa Berdugo. À moins de 2 semaines des élections, personne ne semble vouloir parler du plus épineux des dossiers du Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien. Un sujet largement ignoré par les partis politiques, mais pas par quelques 3000 femmes israéliennes et palestiniennes. Nous faisons partie du conflit et nous voulons également faire partie de la solution. Le mouvement Women Wage Peace a été fondé il y a 6 mois, après 50 jours d'hostilité entre Israël et Hamas. Ces femmes qui veulent raviver l'espoir et empêcher une nouvelle guerre ont réussi à recruter plus de 10 000 adhérents à leur cause. Elle prône une solution dénuée de toute violence, solution qui selon elle a disparu des programmes politiques. Un argument qui trouve un écho particulier en pleine campagne électorale. Nous, le peuple, devons influencer les partis politiques. Nous votons pour eux et nous les forcerons à conclure un accord de paix. Ce mouvement a lié des femmes à travers le pays et même du côté palestinien. Il rassemble le savoir, l'expérience et l'idéologie des femmes. Nous avons trouvé un terrain d'entente et nous croyons qu'il y a un besoin urgent de faire la paix. Pendant des mois, ces femmes de tout âge et de toute religion ont parcouru les rues du pays pour promouvoir un accord politique. Au lendemain du discours de Netanyahou au Congrès des États-Unis, au cours duquel il ne mentionne pas le conflit israélo-palestinien, elles ont entamé une marche vers le siège du Parlement israélien à Jérusalem. Elles ont appelé les politiciens à agir pour mériter leur voix. Leur mission, convaincre les candidats que le peuple exige un accord pour pouvoir enfin ouvrir une nouvelle ère. Voilà, on passe à présent à l'actu internationale du jour avec votre sélection de clics Betsabé. D'abord, du nouveau dans le dossier Ferguson. Oui, regardez le Washington Post. Le ministère de la Justice américain a annoncé hier qu'il n'inculperait pas Darren Wilson, donc le policier qui a tué Michael Brown en août. Michael Brown, un jeune noir de 18 ans, non armé, on le rappelle, à Ferguson. Bien sûr, les États-Unis ne sont pas insensibles à cette nouvelle. En France, l'info a été reprise
reprises par Le Monde. Regardez, un policier disculpé, Darren Wilson, n'ayant pas agi avec une intention criminelle. Il ne peut être prouvé, au-delà du doute raisonnable, qu'il a enfreint la loi sur les droits civiques. Voilà l'une des explications du ministère de la Justice qui a été publiée. Cela dit, un peu comme une compensation bas de gamme, la justice américaine s'est penchée sur les méthodes de la police de Ferguson, conclusion sur laquelle revient notamment le New York Times. Tellement de violations de la Constitution, des gens menottés sans raison suffisante, des propos racistes, de l'usage des tasers sans provocation, sans parler des interrogatoires. Voilà le genre de méthode de la police de Ferguson. Voilà, pour la police américaine, on parle de justice toujours, mais cette fois en France et du nouveau dans les affaires Dieudonné. Exactement, Dieudonné qui serait sans doute plus en paix à Ferguson, en tout cas du côté des policiers, on s'en doute après l'avoir condamné à 7 reprises pour injure aux provocations antisémites. La justice française a interdit la vente de son DVD. Bien sûr, les médias français ne se lassent pas de ces multiples condamnations. Regardez le Figaro, le Parisien aussi qui souligne certains passages du DVD ont été jugés, quelle surprise, constitutifs de provocation à la haine et à la violence, d'apologie et contestation de crimes contre l'humanité, d'apologie des délits de crimes de collaboration avec l'ennemi. Notez que la justice avait été saisie par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme qui s'est vu accorder 5 000 € de dommages et intérêts. Voilà pour le DVD de Dieudonné. On part en Allemagne avec une polémique autour du Fanta. Exactement. Fanta se prend les pieds dans le Troisième Reich, écrit Libération. En effet, à l'occasion de ses 75 ans, la marque de soda a créé la polémique en Allemagne avec une campagne de pub vantant le bon vieux temps de sa création. Or, c'était en 1940. Dans la pub qui fait débat, que vous voyez à l'écran, on entend qu'il y a 75 ans, les ressources nécessaires au Coca se faisaient rares en Allemagne. Alors, les employés de Coca, rusés, ont une brillante idée. Blablabla, ils ont finalement inventé le Fanta. Sauf que, comme le rappelle l'Express, si l'Allemagne ne pouvait plus fabriquer de Coca à l'époque, c'est parce que le Troisième Reich avait suspendu les importations. Alors, la réaction du public allemand a été telle que la campagne a été annulée et que le groupe a dû présenter ses excuses. Voilà, une nouvelle campagne est en cours ? J'imagine. Il faut sauver les bulles. Il faut sauver les bulles du Fanta. On parle d'un appartement qui fait tourner les têtes. Exactement, un triplex de 975 mètres carrés à vendre à New York et qui fait beaucoup parler de lui. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. 20 pièces, dont 4 chambres, 10 salles de bain, 2 aquariums d'eau de mer encastrés dans le mur du salon, une salle de sport, une autre de massage, un salon de coiffure et bien sûr, j'en passe. Et même à 3 pièces blindées dites panic room pour se protéger en cas d'intrusion. Oh, et puis j'allais oublier le tout avec vue sur l'Hudson dans le quartier d'Upper West Side à New York. Donc l'appartement qui a été quand même réuni en réunissant 6 appartements appartiendrait à qui ? À la famille royale saoudienne. Une folie immobilière, nous dit RFI, qui s'est penchée aussi sur ces quelques charmants mètres carrés et qui précise que la négociation pourrait se faire autour des, accrochez-vous à la table, 48,5 millions de dollars. Ah, il ne l'a pas encore acheté. Non, il est en vente. Négociation. Il est en vente. Il a été mis en vente et l'annonce est parue dans les médias et les internautes ont pas mal réagi. Certains en grinçant un peu des dents, disons que c'est un peu trop grand pour certains. C'est vrai que ça fait beaucoup de ménage. Voilà, 1000 mètres carrés, ça fait beaucoup de ménage. Rien que pour ça, moi je préfère un appartement et non pas 6. Et on continue de rêver toujours ce matin avec vous. Oui, je suis là pour ça. Avec nos héros d'enfance, mais qui retrouvent des mensurations humaines. Voilà, nos héros d'enfance, les héros d'enfance aussi des cinquantenaires. Vous allez voir, la Repubblica italienne nous présente des héros de BD redimensionnés. En fait, ils ont été réalisés en fait, c'est redessinés. Voilà, ces effets ont été faits pour une campagne de sensibilisation au désordre alimentaire aux États-Unis. Alors, vous voyez ici Wonder Woman. Alors, à gauche, c'est la Wonder Woman telle qu'on l'a
connu et admiré. Hein. Et alors à droite, vous voyez tout de suite que le tour de taille est un petit peu plus humain. Aussi, vous voyez au-dessus de la poitrine, tout ça, les cuisses. Voilà, exactement. Bras, et alors, même boulette, vous allez voir que cette espèce de no filter concerne aussi les hommes. Vous allez voir Batman qui a légèrement perdu en pectoraux à droite. La brioche s'est remise en place derrière la ceinture. Voilà, sa petite copine, dont je me souviens plus le nom, a aussi pris un petit peu de bide. Et il reste, comme le note la Repubblica, toujours aussi charmant. Et il reste héros. Vous avez aussi Captain America, regardez, dont la cuisse s'est un petit peu ramollie. C'est du bon, ils ont été plutôt sympas. Hein. J'ai vu Pierre sur la plage à Tel Aviv. Ouais, bon, la question c'est Captain America. Si à faire c'est toujours aussi charmant. Voilà, moi j'aime bien un petit bourrelet par-ci par-là, pourquoi pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. À suivre dans le morning, après les centrales nucléaires, eh bien c'est au tour de la capitale française d'être survolée, vous le savez, par un nombre important de drones ces dernières semaines. C'était le cas encore il y a 48 heures à peine. Alors faut-il s'en inquiéter? Et puis qui se cache derrière ces petits engins extrêmement sophistiqués? Le tout sur le fil de la légalité. On fait le point après un nouveau journal. Allez, on s'intéresse à présent à ces survols de drones en France qui se multiplient ces dernières semaines. Redis, ça a encore été le cas il y a 2 jours, en pleine nuit. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces survols? Qu'est-ce qu'on sait? Alors déjà, on ne sait pas grand-chose, mais on va expliquer que ce n'est pas forcément si grave que ça. Revenons à ce qu'est un drone. Un drone tel qu'on le connaît aujourd'hui, bon à savoir, un drone en anglais ça veut dire un faux bourdon. À la base, il s'agit, comme souvent d'ailleurs, d'une invention militaire. L'idée du drone a germé dans l'esprit des généraux lors de la Première Guerre mondiale. Le premier test date de 1916 et il était britannique et les autres pays ont suivi par la suite. Il est resté très longtemps à l'usage militaire, mission de reconnaissance, cartographie, puis bombardement quand la technologie s'est améliorée. Et puis la politique d'avoir 0 mort dans les armées a poussé les armées dans les années 90 à développer ce genre d'appareil donc pour bombarder. Autre usage du drone dans le civil, pour photographier les champs, les agriculteurs l'utilisent souvent, ou pour faire des plans aériens pour le cinéma et la télé. Et donc c'est la combinaison de 2 technologies au milieu des années 2000 qui ont fait décoller le drone civil tel qu'on le connaît aujourd'hui, dont on parle tant. La caméra GoPro, cette petite caméra HD inventé en 2002, c'est un petit cube qui fait des images et qui ne pèse que quelques grammes. Ça, associé à un drone, eh bien, on pouvait facilement se prendre, les vidéastes amateurs en tout cas pouvaient s'en emparer, et association drone plus GoPro pour fabriquer des images comme au cinéma. À partir de là, donc c'est le boom, le drone était le cadeau star du Noël 2014. Amazon, le site américain, en vendrait 10 000 chaque mois. Et utiliser un drone, ce n'est pas sans danger, parce qu'un drone peut tomber sur les passants, provoquer des dégâts considérables, et puis aussi, et c'est bien le problème aujourd'hui, mais l'espionnage de son propre voisin à la portée de tous. Voilà, mais alors c'est ça la question qu'on se pose, est-ce que c'est légal? Alors, il y a une législation qui a été mise en place, elle a évolué avec le temps. En 2012, la France devient le premier pays au monde à s'être doté de lois qui encadrent l'usage des drones. Alors la loi stipule qu'il est interdit pour un particulier d'utiliser cet aéronef en zone peuplée, sauf autorisation. Donc on aura compris les raisons, la sécurité des passants, mais aussi la confidentialité. Mais entre interdire et développer un nouveau marché moteur de croissance, il y a un dilemme. En France, on a 25 fabricants de drones, il y a 345 sociétés qui, en 2014, travaillaient tous les jours avec des drones. Et cela dit, en janvier 2014, la loi a été appliquée. Un ancien a été traîné devant la justice pour avoir filmé la ville de Nancy et d'avoir fait un énorme buzz sur YouTube avec les images de ces drones. Mais il a été accusé officiellement de mise en danger de la vie d'autrui. Bref, tout ça pour vous dire que les survols de drones ne sont pas du tout une nouveauté, mais c'est l'atmosphère de psychose qui existe en France depuis les attentats de Charlie Hebdo qui remet le drone au cœur du débat. C'est-à-dire que des vols de drones, il y en a quelques-uns tous les soirs à Paris, et c'est généralement des touristes. Beaucoup d'années, quoi. Oui, enfin depuis fin 2014, enfin début 2014. Voilà, c'est un cadeau commun. Tous les vidéastes amateurs aiment prendre des images de drones, et surtout quand ils sont en vacances en train de filmer la tour de Pise ou encore la tour Eiffel. Donc une
psychose qui a commencé aussi quelques semaines plus tôt avant les attentats de Charlie Hebdo, avec là, plus inquiétant, une série de survols de centrales nucléaires par des drones. Et c'est là que la psychose a commencé, que le drone est venu au centre du débat. Est-ce qu'on sait quel type de drones ont survolé Paris ces dernières semaines? Ce sont des drones amateurs ou plus sophistiqués? Alors, pas forcément amateurs. Certains policiers qui sont en faction devant les lieux sensibles témoignent que les drones qui ont filmé ces lieux ne sont pas forcément que des drones amateurs. Il y a des drones de très haut niveau. Ce ne sont pas forcément des drones amateurs à quelques centaines d'euros. Mais alors, cela dit, il faut relativiser la psychose, car les lieux stratégiques sont aussi, on parle de Paris, les lieux les plus touristiques. Par exemple, les Invalides sont à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. L'Élysée, idem, de l'Arc de Triomphe. Donc si on regarde Internet, notamment YouTube, on trouve des dizaines de vidéos de drones dans les lieux les plus touristiques du monde. Alors pour finir... Avant ça, une dernière question. Est-ce qu'on sait quand même, est-ce qu'on commence à comprendre qui se cache derrière ces survols? Il y a des enquêtes en cours, c'est très difficile à identifier. On se souvient que des journalistes d'Al Jazeera avaient été arrêtés, absolument. Et puis il y a aussi des armes qui sont développées contre les drones. L'armée américaine dit avoir mis en place des lasers pour abattre les drones si besoin. Donc voilà, pour l'instant c'est très difficile parce que les drones sont téléguidés, radioguidés, et donc c'est difficile de retrouver la personne. Mais cela dit, maintenant que la police concentre ses efforts là-dessus, on va très vite savoir qui et derrière ces survols. C'est ce qui s'est passé pour les 3 journalistes d'Al Jazeera. On finit quand même avec des belles images. Vous voulez nous rassurer ce matin finalement avec ces survols. Je vais même vous réconcilier avec les drones. On va se faire un petit plaisir avec un très joli film qui a fait un énorme buzz sur Internet de notre réalisatrice préférée Lorraine Tolila, qui a survolé nos studios et le port de Jaffa. Donc on va regarder quelques belles images. Magnifique. Oui, on vous voit arriver à 5h du matin, tout petit en bas, en train de courir. Je courais à toute allure, c'était moi. Merci beaucoup, Rudy. Allez, direction le Sénégal tout de suite, ou plutôt la ligne Dakar-Tel Aviv, avec ce groupe Black Guru, l'histoire assez originale de 2 Israéliens tombés amoureux du Sénégal via un séjour, attention, en prison. Le récit, Daniel Campos, avec David Gondin. Tomber sur une musique alternative qui puise la majeure partie de son inspiration au Sénégal est plutôt rare en Israël. Voici Black Guru avec le percussionniste Ben Ayalon et le guitariste Yair Achachar, un pur mix sénégalo-israélien. Amis, la révélation musicale leur est venue lors d'un voyage en Afrique occidentale. Alors qu'ils se trouvaient en Gambie, ils sont soudainement arrêtés et jetés en prison, sans raison. Quelques jours plus tard, ils sont expulsés vers le Sénégal, direction Dakar, en passant par la case-prison donc. L'expérience de la prison s'est limitée à 4 jours dans une geôle de Gambie, pas vraiment dure, mais pas plaisante non plus. Ensuite, on nous a expulsés au Sénégal. Cette arrivée inopinée au Sénégal va changer leur vie. Immédiatement, ils tombent amoureux des paysages, de la culture, de la population et de la musique. Ils décident alors qu'15 jours, ils reviendront à Dakar pour enregistrer un disque avec leur chanteuse solo Daniel Krief, une des voix les plus prometteuses de la nouvelle scène lyrique israélienne. Leur rêve prend réalité en 2013 lorsqu'ils partent collaborer avec certaines de leurs idoles. Parmi eux, l'ancien maître de percussion de Ben, le légendaire Doudou Ndiaye Rose, âgé de 84 ans. L'UNESCO a qualifié cet homme de trésor culturel vivant après qu'il ait composé 500 nouveaux rythmes et eu plus de 40 enfants. Ou encore le chanteur Omar Pene, connu pour sa voix de velours et son travail avec Super Diamono de Dakar. Ce rappeur sénégalais controversé est connu pour son franc-parler. Awadi est considéré comme l'une des figures les plus connues du monde du hip-hop d'Afrique francophone.
En plus d'enregistrer cet album, les membres de Black Guru se consacrent aussi à des activités caritatives, en se produisant par exemple dans des orphelinats et devant des enfants handicapés. Cette expérience sénégalaise ne sera sans doute pas la dernière pour le groupe qui puise son inspiration auprès de ce pays aux 1000 facettes. Je ne pense pas que je souhaiterais le faire avec un autre pays que le Sénégal. C'est un pays très particulier. Un objectif porteur d'un message de tolérance. Ici, c'est un islam tolérant, mettant l'accent sur la spiritualité. Je pense que pour Israël en particulier, c'est important d'être confronté à ce type de pratique de l'islam. Leur album Sun and Moon, fruit de ce voyage, est sorti récemment. Pas un jour ne passe sans que ces musiciens pensent au Sénégal. D'ailleurs, ils ont déjà prévu un nouveau voyage pour travailler sur un nouvel album là-bas, dans ce pays qui ne cesse de les inspirer. Allez, c'est bientôt le week-end et si vous voulez aller au ciné ce week-end, alors il ne faut pas manquer les conseils de Laetitia parce que vous allez tout nous dire sur ce qu'on peut voir en ce moment dans les salles. À faire ou ne pas faire, on commence par le blockbuster de la semaine. Alors on commence par le blockbuster de la semaine. D'abord, c'est une semaine de cinéma très éclectique. On va avoir des robots qui ont une conscience. L'Amérique dans les années 60 en mode hallucination. On revient aussi cette semaine au cinéma sur l'affaire Snowden à travers un documentaire et sur une affaire familiale, sur un amour sorotal plutôt particulier. On commence, comme vous l'avez dit, par le blockbuster de la semaine. Ça s'appelle Chappie. C'est le nouveau film de Neil Blomkamp, qui était le réalisateur de l'excellent District 9 et du moins bon Elysium avec Matt Damon. Donc Chappie, c'est l'histoire d'un robot qui a une conscience et qui va faire passer les humains pour des gens qui finalement ne sont pas forcément à la hauteur. On va regarder ça tout de suite en images. The deployment of the planet's first robotic police units became the focus of the world in 2016. Drop your weapons. You are under arrest. Vincent Moore is a former soldier. The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable. The Scout's creator, Dion Wilson, sees a rich future. What interests me is a machine that can think and feel. I have a robot that is operated by a thinking human being. We don't want this. It's expensive, it's big, and it's ugly. The Scouts are a huge success. Stop worrying about these pet projects. I think I've cracked it. This is a new kind of life form, a new step in evolution. You are Chappie. Chappie. Ça marche toujours bien, hein. Ça marche toujours bien, les films de robots qui ont des consciences. On se rappelle des robots avec Will Smith, Wall-E, le film d'animation. Ouais. Ça marche. On a vu d'ailleurs un superbe casting. Hugh Jackman, Sigourney Weaver et Dev Patel, qui était l'acteur principal de Slumdog Millionnaire. Changement de contexte pour ceux qui ne sont pas si fans des robots que ça, même si le film a fait un excellent démarrage hier. Là, on va partir aux États-Unis dans les années 60 avec un film complètement délirant qui n'est pas très bien accepté par les critiques. Ça s'appelle Inherent Vice. C'est du réalisateur Paul Thomas Anderson avec Joaquin Phoenix qui, lui, par contre, la critique est unanime, est absolument excellent comme à son habitude. Donc, Inherent Vice ne fait pas l'unanimité. Les gens se plaignent que ça soit en fait beaucoup trop délirant à leur goût. Ils comprennent pas forcément tous les dialogues. Maintenant, Paul Thomas Anderson, ça vaut quand même le détour et ça vaut en tout cas le fait d'en parler. Donc voilà pour Inherent Vice qui sort. Regardez quelques images. Allez-y. It's the tail end of the psychedelic 60s and paranoia is running the day. If it isn't Charlie Manson, it's the LAPD or the FBI or the mysterious body of something called the Golden Fang. So what's all this now? Everything's gone from groovy to where you at, man, suggesting a high level of fear or discomfort with the way things are headed. This is Doc Sportello. He's a private investigator. Whoa. Are you all right? Am I? Are you? And like a peculiar planet in today's horoscope, in through the door walks Doc's ex-old lady Shasta and those 5 little words.
Voilà, alors le docu de la semaine revient sur l'affaire Snowden. Le docu de la semaine, d'ailleurs le docu de l'année, puisqu'il a remporté l'Oscar du meilleur documentaire il y a bien une semaine maintenant, les Oscars, s'appelle Citizen Four. C'est le 3e documentaire d'une trilogie qui est réalisée par Laura Poitras. Il vient se placer donc après My Country, qui s'intéresse à l'occupation américaine en Irak, à The Oath, qui est centré sur le camp de Guantanamo. Et là, c'est l'histoire d'Edward Snowden, qui a, on le sait bien maintenant, divulgué beaucoup d'informations sur les agissements de la NSA et d'autres services de renseignement. On retrouve dans ce documentaire donc Glenn Greenwald, Edward Snowden et Julian Assange. Et on regarde ça en images, bien évidemment. Laura, at this stage, I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. Voilà, et on termine par l'intrus de la semaine, c'est un film israélien. Oui, qui s'appelle Shelly. C'est le premier film du réalisateur Asaf Korman qui se rajoute à cette liste bien fournie des talents cinématographiques israéliens. On va regarder ça tout de suite en images. Shelly. תעשי לי טובה, גבי. זונה. חלי, תפתחי את הדלת, זה נשמע כאילו הבית מתפרק. גבי! תגידי, זה קשה? לא יודעת לטפל בה וכל ה... אהבתי את אחותך, שמנה. כן. ככה זה. אסור להשאיר אותה לבד. וואי, איזה מקסימה. את יוצאת למסיבות? רק אותך. Jusqu'à la folie, Deux sœurs aînées jusqu'à la folie, puisqu'on l'aura compris, en fait, c'est donc cette histoire d'amour entre deux sœurs dont l'une est handicapée mentale et en fait, la Gabi, donc la sœur qui n'est pas handicapée mentale, va presque, tellement elle va tenter de la protéger, va la faire suffoquer. Quoi. Voilà pour ce film israélien. Shelly, merci beaucoup Laetitia, merci mon petit chat. Merci à vous d'avoir été avec nous, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve avec grand plaisir dès lundi. Passez une très belle journée, portez-vous bien.